Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Hélène Arinck, chargée de promotion de l'offre de services pour les entreprises à la CARSAT du Sud-Est. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un webinaire d'environ 1 heure dédié à la conception des lieux et des situations de travail que l'on va nommer CLST pour faire un peu plus court. En tant que service de prévention et de santé au travail, vous occupez une place importante pour orienter les entreprises dans leurs projets d'aménagement, de transformation et de création de postes de travail. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons vous présenter des repères concrets, des outils pratiques et des ressources documentaires pour vous aider à accompagner les entreprises dans l'intégration de la prévention dès la conception. Donc, avec moi pour aborder ce sujet, Catherine Zalotski, contrôleur de sécurité à l'antenne des Alpes-Maritimes et copilote du programme régional, et Jean-Christophe Solari, contrôleur de sécurité sur Marseille et expert en conception à la CARSAT du Sud-Est. Donc, pour le bon déroulement de ce webinaire, je vous invite à répondre aux questions, enfin à poser vos questions plutôt dans l'onglet questions-réponses en haut de votre écran, et puis de nous faire partager votre expérience ou vos commentaires dans la partie chat. Je vous informe que ce webinaire est enregistré, que l'on pourra vous faire profiter du replay et que l'on mettra également à disposition la présentation de ce webinaire. Aujourd'hui, nous vous proposons le programme suivant. Nous débuterons par une présentation des actions régionales conduites par la CARSAT du Sud-Est en matière de conception des lieux et des situations de travail. Nous poursuivrons avec la méthodologie, donc CLST, et nous vous exposerons ensuite les 10 points clés indispensables à la réussite d'un projet de conception. Et enfin, nous vous présenterons les différentes aides financières et les outils pour accompagner les entreprises. Donc, à la fin de cette présentation, nous consacrerons une dizaine, une quinzaine de minutes pour répondre à vos questions. Ne vous inquiétez pas si elles sont très nombreuses, nous nous engageons à y répondre ultérieurement par écrit. Voilà, je donne la parole sans plus tarder à Catherine et puis je vous souhaite un bon webinaire. Bonjour, donc Catherine, bonjour à tous, Catherine Zavloki, donc contrôleur sécurité sur les Alpes-Maritimes. Donc, dans un premier temps, je vais vous Désolé, j'ai un présenter. webinaire. Il n'y a pas Pardon? de. J'ai des échos, j'entends du monde. Merci de couper vos micros. Merci. Pardon. Donc, je vais vous présenter le programme d'action régionale qui se déroule sur 4 ans. Qui est dédié à la conception des lieux et situations de travail. Donc, ce programme régional, c'est quoi? L'objectif, c'est d'intégrer la prévention des risques professionnels dans des projets de conception. Mais pourquoi? Pour supprimer et réduire les risques professionnels, bien entendu, d'éviter l'apparition de problèmes qui seraient difficilement réversibles. Et c'est surtout de garantir aussi des lieux de travail adaptés au travail réel. Vous verrez qu'on parle beaucoup de situations de travail réel. Donc, ce programme, il est basé sur, on se base sur une publication de l'INRS qui est le D6096, qui s'intitule 10 points clés pour un projet de conception réussi. Cette ED reprend une méthodologie pour structurer une démarche et des points clés repères, 10 points clés de conception que l'on vous présentera donc par la suite. La déclinaison de ce programme d'action en région, ça se fait sur le terrain par l'accompagnement par les contrôleurs sécurité et les ingénieurs conseils de maîtres d'ouvrage. Alors pour la plupart des maîtres d'ouvrage occasionnels, mais voilà, on les accompagne idéalement, on essaie d'intervenir en phase programmation, au tout début conception, et donc on les accompagne sur cette méthode que l'on va vous présenter et ces points clés et ces repères techniques. Donc cet accompagnement se fait essentiellement sur la base d'opportunités lors de nos interventions en entreprise, dès lors que l'on a connaissance d'un projet de conception.
Alors, quand on parle conception, on ne parle pas forcément d'un bâti qui va forcément sortir de terre, mais on va parler quand même d'un projet qui était suffisamment dimensionnant. On ne va pas aller sur un poste de travail, on est vraiment sur une démarche sur l'accompagnement global, commun, quoi. Voilà. On fait également, on accompagne également les acteurs de la conception. Donc, c'est quoi les acteurs? Ben, c'est tous les acteurs qui gravitent autour d'un projet de conception. Ça peut être maîtrise d'œuvre, des architectes, des consultants, des acousticiens. Donc, notamment de la même manière, hein, sur cette méthodologie et ses repères techniques. On a d'ailleurs créé un réseau d'acteurs de conception pour pouvoir. Donc, il y a une charte. Alors, vous verrez quand vous disposerez du support qui vous sera transmis ultérieurement, dès que vous voyez un petit lien comme ça, c'est qu'il y aura des liens que vous pourrez cliquer pour avoir accès à de la documentation. Et notamment, il y a une charte qui a été rédigée, une charte dans laquelle des acteurs peuvent adhérer, hein, tous ces acteurs de conception. Une charte où ils s'engagent à transmettre et appliquer une méthodologie et des points clés lors d'interventions sur des projets de conception. Et de notre côté, nous, on s'engage à diffuser la liste des acteurs qui ont adhéré à cette charte donc sur le site de la CARSAT Sud-Est et de le transmettre, donc du coup d'être visible auprès des MOA qui seraient amenés à avoir besoin d'être accompagnés sur de futurs projets de conception. Donc, la méthodologie CLST. Qu'est-ce qu'on entend quand on parle de méthodologie CLST? En fait, tout projet de conception ou de transformation, et en plus particulier ceux qui concernent des espaces de travail, ça doit s'appuyer sur une démarche qui est structurée. C'est ça qu'on a marqué démarche de conduite de projet. Donc, il y a plusieurs étapes, c'est pas étapes, plusieurs points importants dans cette démarche. Il s'agit tout d'abord d'agir le plus en amont possible des projets. Pourquoi? Parce que ça permet de garantir la prévention des risques professionnels, mais dès le début, dès la définition des besoins, en fait, et du coup de se situer dans une vraie démarche de prévention primaire en anticipation des risques. Donc, il y a quelques petits schémas qui vous ont été mis là, où vous retrouverez. Le but, c'est que, enfin, ce qu'ils veulent dire, c'est que dès qu'on est en début de projet, on a très peu de connaissances finalement sur le projet. Par contre, on a une latitude qui est assez importante en termes de levier pour pouvoir agir. Et plus on va avancer dans le projet, plus cette latitude, elle va s'amoindrir. Et si à terme, il y a si en fin de projet, il y a des choses qui n'ont pas été anticipées, ça peut avoir des actions correctives, peuvent du coup générer des coûts qui sont assez importants. Donc, la démarche, elle doit également s'appuyer sur un travail qui est collaboratif de tous les acteurs qui sont présents pour pouvoir garantir une vision qui est globale sur le projet. Ça permet aussi de concilier la prévention des risques avec tous les autres enjeux qu'il y a autour d'un projet et qui seraient portés par tous ces acteurs. La démarche, elle doit également pouvoir s'appuyer et en tout cas être une démarche qui est participative. Ça permet du coup d'avoir un projet qui va être co-construit avec l'ensemble des acteurs, en particulier en y associant les salariés, parce que c'est quand même eux qui ont une connaissance approfondie des besoins qui sont liés à leur activité. Ça va permettre d'orienter des choix de conception qui seront adaptés, mais également de permettre aux salariés de s'approprier progressivement leurs futures conditions de travail. Et enfin, cette démarche, elle doit être itérative, c'est-à-dire que la validation des choix de conception qui seront faits, lors de validation, on doit pouvoir, cette validation, elle doit pouvoir se faire en laissant finalement la possibilité de revenir sur des choix antérieurs.
Alors, comment ça se fait? Ben, ça veut dire que du coup, il faut qu'il y ait des échanges qui soient réguliers et notamment entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Donc là, sans rentrer trop dans le détail, j'ai repris les différentes étapes d'un projet, de la faisabilité à la mise en service. Surtout pour vous montrer que finalement, à chaque étape, l'analyse de risque et les sujets de prévention sont présents et doivent être présents. Et quand on a parlé de démarche participative, elle est très importante, notamment en phase programmation. Bien entendu, elle est tout le long du process. Mais on voit bien que finalement, la phase programmation, c'est là que le cahier des charges va être rédigé. Ce cahier des charges, c'est quoi? C'est la définition des besoins. Et c'est l'occasion justement de pouvoir formuler des exigences en matière de prévention. Donc, je vais passer la main à mon collègue Jean-Christophe. Donc, je vais arrêter le partage. Il va basculer techniquement sur le sien. Tout à fait. Voilà. Est-ce que c'est bon? Tout le monde voit le diaporama? Je pense que oui. Donc, bonjour. Merci Catherine pour ta présentation de notre plan d'action régional et de la méthodologie CLST. Pour ma part, je vais aborder quelques points clés pour un projet réussi présenté dans la publication INRS ED 6096 que Catherine vient d'évoquer. Alors, les points clés, il y en a 10 au total. Le premier concerne l'organisation des espaces de travail. Ensuite, ce sont les circulations extérieures et intérieures. Vient la maintenance, l'éclairage artificiel et naturel, la qualité de l'air et le confort thermique, l'acoustique, les manutentions manuelles et mécaniques, les produits chimiques et les déchets, et enfin, les deux derniers, incendie, explosion et les installations sanitaires et locaux sociaux. Comme je viens de vous le dire, je vais vous en présenter quelques-uns en faisant un focus sur d'abord les circulations extérieures et intérieures, ensuite la maintenance, l'éclairage naturel et artificiel, et pour finir, l'acoustique. Le premier, donc la circulation. Pour le point clé circulation, on considère ici les circulations extérieures, c'est-à-dire les véhicules légers du personnel et des visiteurs, les poids lourds, les véhicules utilitaires, les motos, vélos, piétons, et également les circulations intérieures qui concernent essentiellement les engins de manutention manuelle et motorisés et les piétons. Les circulations extérieures hors l'enceinte de l'entreprise ne sont pas concernées. Les objectifs sont de réduire les risques de collision, voire d'écrasement entre engins ou véhicules et piétons, les risques de chute de plein pied sur un sol encombré, dégradé ou glissant, et la fatigue liée à des déplacements longs et ou répétés pendant l'activité. Les points de vigilance à avoir sont des espaces d'attente pour les véhicules de livraison, des zones tampons, amont et aval d'un poste de travail, des emplacements dédiés aux différentes poubelles ou bennes à déchets, qui pourraient être des obstacles sur les voies de circulation. Concernant les statistiques, il est à noter que les collisions engins-piétons représentent environ 10% des accidents graves liés à la manutention mécanisée. En moyenne en France, il y a 10 à 15 décès par an liés à des collisions ou écrasements par engins mobiles en entreprise. Pour optimiser l'atteinte de ces objectifs, nous conseillons d'établir un premier plan de circulation en collaboration avec les personnes concernées, à savoir en tout premier lieu les salariés, afin qu'ils soient en corrélation avec le travail réel. Pour éviter les croisements de flux, il faut privilégier les process type marche en avant à l'intérieur des locaux de production.
Privilégier des circulations extérieures en sens unique et des entrées-sorties du site séparées pour les deux principaux flux, que sont les véhicules légers et les poids lourds, comme on peut le voir sur le schéma à l'écran. Pour les circulations intérieures, le schéma du bas montre des voies de circulation piétons identifiées et protégées, ainsi que des passages distincts engins et piétons. Le schéma du haut montre un poste de travail adossé à une voie de circulation d'engins motorisés avec une zone de débattement de 1,50 m protégée par un garde-corps conforme à la norme NF 85-015. Le tableau sur cette diapo donne les valeurs de largeur des voies de circulation selon le type de flux et la circulation en sens unique ou double sens. Les sols doivent être non glissants, nettoyables, durables et bien entendu adaptés à l'activité de l'entreprise. Dans le cas où l'activité est dans l'agroalimentaire, la recommandation 462, dont la page de garde est représentée ci-dessous, et qui a été adoptée par les partenaires sociaux, cette recommandation aide dans le choix du revêtement de sol et s'appuie sur la liste CNAM qui dicte les références de revêtement de sol répondant simultanément aux critères antidérapants demandés par le réseau assurance maladie risque professionnel et aux critères hygiène alimentaire et aptitude aux contraintes d'exploitation demandés par les services vétérinaires. Ces deux documents, liste CNAM et recommandation 462, seront téléchargeables depuis le PDF que vous recevrez plus tard. Concernant le point clé maintenance, comme l'a présenté Catherine dans ses premières diapos, il est préférable d'agir le plus en amont possible afin de limiter les coûts associés aux actions correctives. Eh bien, c'est encore plus vrai pour les opérations de maintenance, d'entretien et de nettoyage de toutes parties des locaux, et notamment les parties en élévation. En effet, intervenir sur des matériels en élévation ou dans des lieux contraints, en l'absence d'équipement ou de surface d'intervention adaptée, va entraîner des coûts tout le long de la vie des installations. Il va donc falloir, pour le maître d'ouvrage, identifier les opérations de maintenance, d'entretien et de nettoyage ultérieur. À ce sujet, le CSPS, qui est le coordonnateur sécurité et protection de la santé, qui pour information doit être missionné au plus tôt, va conseiller et accompagner le maître d'ouvrage dans l'identification de ces opérations et proposer des mesures de prévention adaptées à la nature et à la fréquence de l'intervention, c'est-à-dire au travail réel. Il s'agit donc de faciliter les accès au réseau, aux machines, aux organes de commande, aux locaux techniques, en privilégiant les dépassements debout et des interventions de plein pied. Pour les accès en hauteur, privilégiez l'escalier traditionnel ou l'ascenseur, permettant un passage totalement sécurisé avec des pièces de rechange ou des matériels d'intervention, et ceci est d'autant plus vrai avec l'augmentation d'installation des panneaux photovoltaïques que nous voyons tous les jours sur les toitures. Sur les toitures, les zones de circulation doivent être identifiées et résistantes à la marche de l'opérateur avec son équipement, et sa périphérie doit être protégée par une protection collective permanente de 1,10 m de hauteur. Enfin, si présence en hauteur de façade de vitrage fixe, il faut prévoir des zones de circulation autour des bâtiments stabilisées et sans obstacle, permettant leur nettoyage facilité. Concernant ces points que nous venons de voir, et repris ici de façon succincte, la CARSAT Sud-Est propose une subvention régionale, locaux plus sûrs. Catherine vous en parlera en détail plus tard. Cette diapo montre des photos exemplaires de mesures de protection. Sur les photos de gauche, on voit des protections collectives en rive de toiture, garde-corps ou acrotère, ou sur un shed.
La hauteur, elle doit être comprise entre 1 mètre et 1 mètre 10, minimum 1 mètre. Donc, sur la photo représentant une toiture avec des panneaux photovoltaïques, on voit nettement la zone de circulation renforcée pour les opérateurs d'entretien des panneaux qui interviennent avec du matériel, voire des panneaux neufs, sachant qu'un panneau, ça pèse environ une vingtaine de kilos. À droite, c'est une passerelle permettant l'intervention sécurisée sur les luminaires. En effet, l'opération est réalisée depuis la passerelle en faisant pivoter le luminaire vers l'intérieur. Cette diapo présente les garde-corps avec les différentes cotes selon la norme NFE 85-15. Voilà, donc ça c'est pour la partie garde-corps. Si le lanterneau n'est pas surélevé entre une hauteur entre 1 mètre et 1 mètre 10 par rapport au niveau de circulation du toit, effectivement, il doit être ceinturé par, encore une fois, des garde-corps. Ceci afin de pallier la perte de résistance au choc de 1200 joules demandé à l'installation. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, cette altération de la résistance, elle est due au vieillissement naturel du matériau dans le temps. Et sur la partie gauche, on retrouve ici une intervention sécurisée sur un luminaire accroché en haut de façade et monté sur un support rotatif, donc, qui permet de faire le remplacement en toute sécurité. Une dernière diapo sur la maintenance, où on voit ici des escaliers extérieurs hélicoïdales ou droits pour accéder au toit en toute sécurité. Et à droite, un édicule de sortie en toiture qui intègre l'arrivée d'un ascenseur et d'un escalier. Sachez que l'escalier intérieur ou extérieur est à privilégier dès lors que l'on doit accéder sur un toit avec du matériel quel qu'il soit, peu importe la fréquence d'intervention. Voilà. Et les accès par échelle à créneline sont réservés exclusivement pour du contrôle visuel. On monte avec rien sur les épaules. Nous en venons au point clé éclairage, dont l'objectif est d'assurer un éclairage adapté au travail et aux circulations, en garantissant notamment de la lumière et une vue sur l'extérieur à hauteur des yeux depuis les postes de travail. Ce point précis relatif à l'éclairage naturel est finançable par la subvention que Catherine, encore une fois, abordera plus loin. L'implantation des luminaires doit être faite après, bien entendu, avoir réalisé le plan d'implantation des postes de travail. Je dis ça parce que ce n'est pas souvent le cas. L'implantation des postes de travail, mais aussi des lignes de production, des stockages de masse ou en rayonnage, afin d'une part pour éviter les phénomènes d'ombre portée et pour faciliter les opérations de maintenance des luminaires. L'éclairage doit être adapté à la nature du travail et prendre en compte en priorité la lumière naturelle apportée principalement par des châssis à hauteur des yeux et en complément par des surfaces d'éclairage zénithal. Je vous laisse lire à l'encadré à droite, mais ce qu'il faut retenir, c'est l'obligation de baies transparentes à hauteur des yeux, avec une allège d'1 mètre si le poste est assis, 1 mètre 30 si le poste est debout. Obligation clairement demandée dans le Code du travail. Et c'est une circulaire du Code du travail qui précise que pour chaque zone occupée par le personnel, les surfaces vitrées doivent représenter au moins le quart de la plus grande paroi du local, donnant sur l'extérieur, répartie sur l'ensemble des parois. Dans ce cas précis, on ne considère que les surfaces en dessous de 3 mètres de hauteur. Pour les locaux dont la hauteur est inférieure à 3 mètres, l'éclairage naturel latéral est suffisant. Pour les locaux dont la hauteur est supérieure à 4,50 m, il faut un éclairage latéral plus un éclairage zénithal. Dans ce cas précis, l'éclairage zénithal doit être au minimum de 10% de la surface au sol du bâtiment. Enfin, en tout cas, la surface du local desservi. Sur ce tableau, vous avez les valeurs d'éclairement moyen à maintenir dans les différents espaces, activités, locaux de travail, qui sont donnés par la norme NFEN 12464-1. Et dans la brochure NRS ED 950 relative à la concession des lieux et des situations de travail, vous trouverez tous les critères de choix des luminaires
Par exemple, température de couleur, luminance, type de lampe, durée de vie, etc. Enfin, en dernier point clé, je vous présente l'acoustique, dont l'objectif est la réduction des nuisances sonores dans les locaux de travail. Souvent, l'isolation et l'absorption acoustique sont confondues dans le monde du travail, mais ce sont bien deux notions distinctes et complémentaires qui conditionnent le choix des murs et des plafonds. Là encore, Catherine y reviendra pour l'accompagnement financier proposé par la CARSAT. La démarche passe ici aussi par une identification préalable des sources de bruit issues des machines, des procédés, des équipements associés au travail réel, afin de traiter le bruit à la source ou de séparer les opérateurs des sources de bruit, de diminuer la réverbération du local et d'utiliser des matériaux acoustiquement isolants pour réduire le niveau de bruit traversant les parois. Sur cette diapo, je reviens sur les différentes actions que je viens de citer pour une meilleure compréhension. Donc, ce que je veux dire, c'est en lien avec le petit schéma qui est au milieu. La première des actions est la suppression du bruit à la source en choisissant des équipements intrinsèquement silencieux. La deuxième action, possible selon le cas, éviter la propagation des vibrations par l'intégration de plots antivibratiles à la conception et ou désolidariser la structure porteuse de la machine bruyante de la structure porteuse du bâtiment. Troisième action, isoler la source de bruit dans un capotage acoustique, l'opérateur restant à l'extérieur. Dans ce cas, l'équipement est autonome et nécessite peu de maintenance. Il faudra penser à l'évacuation de la chaleur si l'équipement en produit. Quatrième action, isoler la source de bruit et l'opérateur dans une cabine dédiée. Donc là, dans ce cas précis, la machine bruyante et l'opérateur sont dans une cabine insonorisée. Elle est équipée de parois traitées en absorption et en isolation acoustique. Il faudra tenir compte des espaces nécessaires pour les opérations humaines sur la machine, pour l'activité, mais aussi pour les opérations de manutention et de maintenance. Cinquième action, je me rends compte que je n'ai pas cliqué, donc je rattrape, excusez-moi. Cinquième action, traiter le local avec des matériaux absorbants pour limiter la réverbération et de fait l'amplification du niveau sonore. Il s'agit donc ici de l'absorption acoustique, qui est bien différente de l'isolation. Et en même temps, pour le local, donc nous sommes ici sur le numéro 5, pour le local, les parois doivent aussi présenter un affaiblissement acoustique suffisant pour réduire la propagation du bruit vers d'autres locaux, par exemple des bureaux qui seraient attenants à l'atelier de production. Il s'agit donc ici de l'isolation acoustique. Donc, isolation acoustique, c'est l'affaiblissement du bruit entre deux locaux, et l'absorption acoustique, c'est la réduction de la réverbération dans le local et du coup de l'amplification. Dernière diapo, pour vous dire que nous conseillons pour les ateliers dont la hauteur est inférieure à 4 mètres de prévoir en plafond des matériaux absorbants acoustiques dont l'indice d'absorption acoustique alpha indice W est supérieur à 0,9. Donc là, je parle d'absorption acoustique, donc de réduction de la réverbération. Et pour les locaux dont la hauteur est supérieure à 4 mètres, le traitement acoustique doit être appliqué à la fois sur le plafond et deux murs contigus, et les matériaux devront avoir un indice d'absorption acoustique alpha indice W supérieur à 0,8. Sur le schéma à droite, je vous montre comment est constitué un matériau en toiture qui est thermoacoustique, c'est-à-dire qu'il est isolant acoustique par rapport aux périodes chaudes et froides l'hiver. Et du fait que la surface est un bac métallique perforé,
Bien, la perforation laisse passer les ondes sonores qui proviennent de l'atelier en contrebas et les ondes sont pigées par la laine minérale et les composants qui sont entre les deux bacs acier, intérieur et extérieur. Je vous remercie. Voilà, Catherine, j'ai arrêté. Alors, il faut que je repartage mon écran. Alors, veuillez m'excuser, je ne suis pas super douée. Hop. Donc, normalement, ça va le faire. Où j'en suis? Alors, ça ne veut pas. Bon, j'essaie de partager le format diaporama, mais visiblement, alors peut-être qu'il faut que je fasse reprendre le diaporama. On le voit, le diaporama, Catherine, hein. Ah, vous le voyez? Vous ne voyez Oui, mais pas au format faut... diaporama? J'ai l'impression que ce n'était pas au format diaporama. Si, mais il faut que tu ailles plus loin parce que là, c'est positionné à la diapo Ah qui bah alors correspond donc à mon début. non, c'est que donc du coup je partageais pas la même chose. J'ai fait reprendre le diaporama. Alors excusez-moi pour ce petit incident technique. Bon, je vais devoir tout rebalayer. Je pensais être au top, mais visiblement, l'outil informatique, c'est pas encore pour moi. Voilà, nous y sommes. Donc, les subventions et les outils maintenant que nous allons vous présenter. Donc, les subventions. Effectivement, vous l'avez D'accord. Donc, pardon, excusez-moi. Donc, la CARSAT Sud-Est accompagne les entreprises financièrement, donc par le biais de subventions, sous différents formats. Donc, il existe des contrats de prévention. Ces contrats sont destinés à des entreprises de moins de 200 salariés, sous conditions qui existent, ce qu'on appelle, nous, rapidement une CNO. C'est quoi? C'est une convention nationale d'objectifs. Il y a le terme objectif dedans. En fait, c'est une convention qui est signée entre les fédérations professionnelles et la Caisse nationale d'assurance maladie Risque Pro. Dans cette convention, il y a des objectifs de prévention à atteindre et l'entreprise va pouvoir mettre en place différentes actions pour répondre à ces objectifs. Donc, la demande, elle se fait en lien, elle ne se fait pas directement, c'est soumis à un diagnostic en fait de prévention. Donc, la demande se fait souvent avec un contact avec un contrôleur ou un ingénieur sur le secteur. Et le contenu de ce contrat, on va être sur mais des mesures qui sont souvent exemplaires pour répondre à des risques qui auront été définis comme prioritaires dans cette convention. Il est même essentiel d'y voir associé un point qui va concerner la formation du chef d'établissement ou de son délégataire. Voilà, donc globalement, c'est assez ouvert. Il y a des priorités avec des objectifs de prévention à atteindre et il n'y a pas de liste limitative d'actions à mettre en place, en fait. C'est en fonction d'un diagnostic qui aura été fait au préalable et en relation, donc, du coup, avec l'intervenant de secteur. L'autre typologie d'aide financière qui existe, ce sont les subventions prévention TPE. Donc, comme son nom l'indique, en fait, là, elles sont destinées à des entreprises de moins de 50 salariés. Ce sont des subventions qui sont subventionnées à 25 000 euros, qui sont plafonnées, pardon, à 25 000 euros et qui sont limitatives dans le sens où elles sont destinées, il y a plusieurs typologies d'aides financières et elles vont être axées à des secteurs d'activité en particulier. Donc, il peut y avoir des limitations de code risque
ou à des listes d'équipements bien particuliers. Donc souvent, ces subventions, il y a un cahier des charges avec une liste ou limitative d'équipements, ou alors si elle n'est pas limitative, en tout cas, il y a un cahier des charges bien défini auquel il faut répondre pour pouvoir bénéficier de cette subvention. Ces subventions ne financent pas que du matériel, elles financent également des formations, formation à la prévention. On ne va pas être sur de la formation obligatoire, réglementaire, entre guillemets. On est essentiellement sur des formations pour permettre d'outiller l'entreprise, de monter en compétence sur le champ de la prévention et donc du coup de devenir autonome sur certains sujets en termes de prévention. Pour demander ces subventions, donc l'entreprise, là, à la différence de contrat où il y a forcément un échange qui se fait avec un intervenant de secteur, là, elle est autonome et elle peut faire ses demandes sur le compte ATMP, donc via Net Entreprise. Euh, alors, sous deux formats, hein, où elle peut faire une demande de prise en charge directe, mais si elle est déjà investie du matériel qui rentre finalement un petit peu dans le cahier des charges ou dans ses listes de matériel proposé, ou alors elle peut faire sur réservation. Alors, attention, très important, pour que ces entreprises puissent faire leurs demandes, et bien entendu, elles doivent adhérer à un service de santé au travail. Elles doivent avoir leur document unique d'évaluation des risques qui est à jour. Elles doivent être à jour de leur cotisation également. À savoir que ce soit pour ces subventions, mais peu importe, même pour les contrats, donc tout accompagnement financier de la CARSAT ne se fait exclusivement sur du matériel neuf, CE, et on ne subventionne pas de leasing. Donc là, on va faire un petit focus, comme expliquait Jean-Christophe, dans le cadre du programme d'action, parce qu'il faut comprendre que souvent les aides financières, elles sont associées à des actions qu'on va avoir ou des actions qui sont nationales ou en région. Donc, pour la CARSAT Sud-Est, je précise bien parce que cette subvention, donc cette SPTPE locaux plus sûrs, n'existe pas sur toutes les CARSAT. Donc, nous, en CARSAT Sud-Est, en tout cas, on a cette SPTPE locaux plus sûrs qui fait lien avec notre programme d'action. Donc, où, pareil, vous retrouverez sur le petit lien associé, ça vous redirigera vers le contenu et les démarches, si vous voulez rediriger à terme vers les entreprises, si vous êtes, voilà, s'il y avait des besoins exprimés. Donc, elle correspond à une subvention d'un montant de 50% de l'investissement pour acquérir du matériel, alors avec différents points. Ce sont des points qui sont forcément les points clés, et en partie ceux qui ont été présentés par Jean-Christophe. Donc, on va être sur tout ce qui est des protections collectives pour prévenir des chutes de hauteur. Donc, ce que vous avez montré sur les périphéries, par exemple en toiture, de l'accès en toiture également. On va être sur tout ce qui est circulation extérieure et séparation de flux. Séparation de flux, on peut être sur de la séparation de flux en circulation extérieure, flux VL et PL, par exemple. Sur la partie éclairage naturel, donc avec effectivement l'objectif donc du coup d'une vue sur l'extérieur. Ça peut être de la création de zones pour justement créer des zones avec une vue sur l'extérieur. Alors, à noter que cette partie éclairage, elle ne se fait pas, donc cette subvention pour les locaux administratifs. Et il y a également un accompagnement sur la partie absorption acoustique, donc qui reprend un peu les dernières slides qui ont été présentées avec, selon la typologie de bâtiment et les hauteurs de sous-plafond de bâtiment, l'accompagnement sur du plafond acoustique. Donc, là, on est sur avec des indices d'absorption, hein, et ou du traitement acoustique plafond avec également sur des murs en contigu selon la taille des bâtis. Donc,
On a très peu de temps, c'est pour ça qu'on ne peut pas rentrer dans le détail vraiment de chaque point qui sont subventionnés possible dans cette subvention SPTPE locaux plus sûrs. Il faut savoir que donc du coup pour chacun de ces points, il existe un cahier des charges bien précis. Et qu'en parallèle, il est mis à disposition également, donc ça on retrouve tout sur le site Amélie, enfin sur le site de la CARSAT, il y a un outil d'aide à l'évaluation des surfaces qui sont à traiter pour la partie acoustique et il me semble éclairage, donc qui répond au cahier des charges justement. Donc ce sont des outils d'aide, des aides pour diriger les besoins à mettre en place. Voilà, donc ça c'est pour la SPTPE locaux plus sûrs. Il existe une autre SPTPE qui, elle, est nationale, puisqu'elle est en association aussi avec un plan d'action qui est au niveau national sur la prévention des chutes, mais qui répond très bien finalement à l'approche conception lieu de travail. On va venir là financer des équipements pour prévenir des chutes de plein pied et des chutes de hauteur. Donc, il y a les chutes de plein pied. Jean-Christophe vous en a parlé sur la partie glissade, par exemple, sur les sols antidérapants et qui sont nettoyables. Il avait parlé du secteur de l'alimentaire et il vous avait expliqué qu'il y a d'ailleurs ce fameux lien vers une recommandation de la CNAM, là. Donc, on vient financer ces types de revêtements. Des équipements également pour sécuriser les accès de travail en hauteur. Donc, bon, ça fait un peu ça rejoint un peu la précédente sur la partie circulation en hauteur. Donc, des garde-corps latéraux, des barrières écluses pour sécuriser les mezzanines, par exemple. Et des équipements vraiment, là, on est sur une spécificité pour sécuriser les quais et donc du coup prévenir entre autres des risques de chute de hauteur. Non pas que, puisqu'en sécurisation de quais, il n'y a pas que ça, mais voilà, on va sécuriser également les chutes de hauteur. Donc avec différents dispositifs pour sécuriser les quais. Donc, concernant les outils et repères techniques, en fait, comme on vous expliquait, le programme, il est axé, il se base sur l'ED de l'INRS. La CARSAT Sud-Est a créé un petit catalogue de production, donc où vous pourrez retrouver donc du coup, pareil, en recliquant sur le lien, ce catalogue de production. Il reprend en fait notamment le D6096, les 10 points clés, mais différentes brochures et supports pour aider les entreprises dans un projet de conception avec des brochures spécifiques sur des secteurs d'activité. Donc, j'ai les premières qui me viennent en tête, par exemple, il existe une brochure sur la conception en EHPAD, par exemple, mais pas que. Voilà. Donc, il y a vraiment des brochures avec des approches globales et après spécifiques à des secteurs d'activité. Alors, j'ai remis dans la présentation sur votre droite la conception lieu, situation de travail. En fait, c'est donc ça, cette ED-là, c'est un peu la Bible, on va dire. Elle reprend le descriptif technique D'ailleurs, Jean-Christophe, me semble il en a parlé à un moment dans sa présentation. Vous retrouvez sur la partie, il me semble, éclairage, vous retrouvez vraiment toutes les composantes techniques et préconisations techniques sur les différents points clés. Il y a un outil qui était pour nous intéressant de vous présenter, c'est l'outil Ma 20 Plan. Donc, c'est quoi Ma 20 Plan? En fait, c'est une application de conception de locaux qui est en 3 dimensions et qui est déclinée par métier. Donc, aujourd'hui, il y a 8 secteurs d'activité qui ont été référencés, on va dire. C'est un outil qui est accessible en ligne et qui est téléchargeable, c'est gratuit.
et qui propose de concevoir une maquette virtuelle, en fait. Donc, je pense que, et alors là, en espérant que j'arrive à jongler d'un partage à l'autre, parce que j'ai compris que je ne suis pas très douée sur la partie informatique, je vais vous présenter une petite vidéo, là, qui ne dure pas très longtemps, à moins d'une minute. Ça vous parlera plus et qui va vous visualiser ce que c'est que l'outil Main 20 Plan. Donc, je vais arrêter ce partage en espérant du coup, voilà, si je fais ça, on va voir si je m'améliore. C'est pas garanti. Si quelqu'un pouvait me faire un petit signe pour me dire si on est bien sur Main 20 Plan. Oui, Parfait, merci, super. Donc, je vais agrandir. Et donc, juste, je l'ai bloqué là, sur la dernière partie pour que vous voyez bien de quoi on parle. Ah, je pense que j'ai pas fait le partage avec le son, peut-être. il n'y a pas de son, Catherine. Oui, oui, c'est ce que je me suis rendu compte. Ah. Donc, je vais recommencer, mais je vais partager avec le son. Je pense qu'au prochain webinaire, je serai au point. Veuillez m'excuser. Voilà, ça va. Euh, donc, je redécale un petit chouïa. Voilà, c'est ça le direct. Ça veut pas. Pour rester zen. Voilà, nous y sommes. Une simple connexion Internet suffit pour y accéder gratuitement. Sa souplesse permet de simuler toutes les configurations d'implantation possibles. Des conseils en santé et sécurité, des aides à la conception apparaissent tout au long du maquettage. Les différents points de vue offerts par la 3D permettent d'aller au plus près du réel. Le projet peut être partagé avec vos salariés, des professionnels de la prévention et également avec l'architecte du projet. L'accès handicapé. Main 20 Plan. Tout se joue lors de la conception de votre projet. Donc voilà, pour l'outil Main 20 Plan. Voilà. Excusez-moi. J'avais la vidéo qui continuait à tourner. Je vais repartager le webinaire, enfin le support. Voilà. J'ai terminé pour ma partie, donc je pense que maintenant on va passer, si vous avez des questions. Donc voilà. Hélène, je ne sais pas si tu m'entends. Je pense que ton micro est coupé. Oui, Voilà. excusez-moi. Donc, Nathalie, elle nous posait la question suivante. Est-il possible de cumuler deux aides différentes pour une seule et même entreprise? Donc, Bon, comme tu veux, oui, Jean-Christophe, oui, vas-y. ouais, je peux répondre. Oui, Je te laisse. effectivement, dans la mesure où l'effectif salarié est maximum 49 salariés, l'entreprise peut demander jusqu'à 3 SPTPE. Elle peut les demander en même temps. Donc, et le service à Marseille va les instruire dans le même temps, quoi. Alors forcément, peut-être qu'après, une qui va commencer avant l'autre, mais en tout cas, dans la temporalité, il y a pas de souci. Elles peuvent être traitées les trois en même temps. Merci Jean-Christophe. Et Oui. pour le cumul, comme chaque aide est plafonnée à 25 000 euros, c'est bien à préciser, si chacune atteint son maximum de 25, ça fera 3 fois 25. Ok, merci. Une deuxième question. L'accès en ligne de Ma 20 Plan est-il gratuit pour les entreprises? Oui,
C'est sur le site. Donc là, vous retrouverez le lien, vous verrez. C'est accessible pour tout le monde, en fait. Sur le site de l'INRS. Tout à fait. Donc, Alors, oui, une vas-y, précision Jean-Christophe. peut-être, Catherine. Pardon. Donc, c'est effectivement gratuit, accessible sur Internet. Comme c'est un petit peu complexe, ça veut dire un projet, à part d'être super doué dès le premier coup, Oui, de c'est maîtrise pas en main. évident que le projet soit finalisé la première fois. Donc, je veux dire, c'est qu'il y a un compte, on crée un compte, et puis si le projet n'est pas finalisé, on le quitte, et puis on y revient ultérieurement. Voilà. Oui, c'est téléchargeable en fait. Et moi, j'avais déjà fait avec une entreprise. Elle télécharge l'outil, elle crée, et elle peut même créer plusieurs projets. Donc, elle peut Ouais. avoir plusieurs lignes. Ça permet de garder. On parlait de démarche où justement on garde la possibilité de revenir en arrière. Ça permet de garder justement différentes étapes d'un projet et de le retravailler. Voilà. Donc, tout à fait. Je ne vois pas d'autres questions. On peut peut-être passer à la slide suivante et on reviendra sur la partie questions si entre-temps il y a eu Oui, d'autres pardon. demandes. Tout à fait. Voilà, quelques astuces un peu pour nous retrouver. Donc, le site internet de la CARSAT Sud-Est, où vous pouvez retrouver l'ensemble des informations sur la conception des lieux, des situations de travail, mais également sur tout ce qui est aide financière. Bien entendu, le site internet de l'INRS et le site de amélie.fr pour les entreprises. Après, je vous invite à vous abonner à notre compte LinkedIn pour suivre toute l'actualité de l'assurance maladie risque professionnel. Et également, si vous avez besoin de trouver un contact de préventeur, d'aller sur le site internet de la CARSAT pour trouver votre interlocuteur en région. Voilà, le lien est actif. Tu peux passer aussi la slide suivante. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, en tout cas, j'espère que ce webinaire a répondu à l'ensemble de vos questions et vous apporté suffisamment d'informations sur la prévention et l'importance de l'intégrer dès la conception des projets. Comme je vous l'ai dit également, je vais vous envoyer le lien du replay. Vous pourrez ainsi le partager avec d'autres collaborateurs. Et je remercie Catherine et Jean-Christophe pour la préparation et l'animation de ce webinaire. Je vous remercie également pour votre participation. Et puis, c'est important, si vous avez 2 petites minutes encore à nous consacrer, en scannant ce QR code et en répondant à un court questionnaire, c'est important de connaître votre avis sur ce rendez-vous. Voilà, je vous remercie. Puis peut-être à bientôt pour d'autres rendez-vous consacrés à la prévention des risques professionnels. Merci à tous. Merci et bonne journée. Bonne journée.